Puis on passe à un tout autre sujet, beaucoup plus problématique évidemment. La consommation de drogue explose dans la capitale depuis quelques mois, même quelques années. C'est en tout cas ce qui ressort d'une question parlementaire posée par la CDNV Bianca Debatz au ministre président Rudy Verwoerd. En 2021, la SBL Transit a distribué 14 300 pipes à crack, alors qu'en 2015 ce n'était que 600 selon le ministre président. Alors on va faire le point justement avec Bruno Valkeners, qui est responsable de la communication chez Transit. Bonjour. 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 Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire en ce moment qu'il y a de plus en plus de consommation de drogue dure. Est-ce que vous, sur le terrain, c'est quelque chose aussi que vous ressentez et est-ce que vous confirmez aussi ces chiffres qui ont été donnés ? En fait, la consommation a muté, on va dire ça. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, il y a une diminution de la consommation de l'héroïne, globalement. Et malheureusement, elle est plutôt remplacée par tout ce qui est drogue psychostimulante, de l'ordre de la cocaïne, ou ses dérivés, dont le crack est un dérivé de la cocaïne. Et effectivement, on remarque, et je pense que tout le monde, n'importe quel citoyen qui circule en rue, voit qu'il y a actuellement plus de consommation en rue. Mais il faut aussi mettre ça en parallèle, je dirais, malheureusement, avec la croissance de la précarité, la situation dans laquelle on est, post-Covid ou encore actuellement, les crises successives, le fait que le Covid a quand même fait basculer beaucoup de gens dans la précarité et que malheureusement ça a aussi été un facteur de dynamisation du trafic de drogue. Et il semble effectivement que les publics fragilisés soient une cible aussi privilégiée du trafic et notamment pour ce qui est du crack. Parce que vous parlez de précarité, mais c'est vrai qu'on peut avoir quand même l'image aussi de la cocaïne qui est consommée plutôt, on va dire, par une classe travailleuse supérieure. On parle notamment beaucoup du milieu des avocats ou des médias aussi, d'ailleurs, des cadres supérieurs. Du coup, est-ce que ça aussi, vous voyez une multiplication de ce profil de consommateur ? Alors nous, on ne voit pas ce type de profil de consommateur dans notre centre. Ce qu'il faut savoir, c'est en gros, 90% des consommateurs de drogue ne demandent pas assistance, n'ont pas d'un usage problématique ou compulsif. Ceux qui passent la porte de chez vous. Voilà, donc, ou dans la société. Donc la cocaïne, elle est présente maintenant dans toutes les sphères de la société. Elle est plus coltinée à ce qu'on appelait le milieu artistique ou le show business, etc. Elle est ultra présente. Il suffit de voir aussi les saisies au port d'Anvers, qui explosent, qui ont fait x14 en même pas 10 ans. On est à 90 tonnes saisies. On estime que c'est 10% de ce qui circule sur le marché européen. Donc ça vous laisse imaginer la quantité de cocaïne qui est disponible. Très clairement, l'Europe est devenue le marché numéro 1 du trafic de drogue pour ce qui est de la cocaïne. Il a plutôt muté donc de l'Amérique du Nord vers l'Europe. Il y a clairement une intensification de ce marché. Ces 90% des usagers ne sont pas des usagers qui vont s'adresser à des centres parce qu'ils ne sont pas dans des consommations compulsives. Nous, on travaille vraiment avec un public précaire. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à Transit, on accueille, donc on travaille à du bas seuil d'accès. On travaille avec 45% de notre public vit en rue. Ça, c'est une première donnée. La plupart n'ont plus de documents d'identité ni de couverture de mutuelle. D'où, nous, notre rôle, c'est d'aller à la rencontre de ces publics pour les remettre en contact avec du soin, donc les amener à Transit, leur offrir, je dirais, un tremplin pour aller vers le soin, voire vers des cures de désintoxication. Et ils l'acceptent, ça ? Oui, bien sûr. Oui. Malheureusement, l'usage de drogue, il doit toujours être mis dans un contexte, un environnement. Le produit est important, la personne qui le consomme, à quel moment elle le consomme, mais aussi dans quelle situation de vie elle est. Et il est clair, malheureusement, que la consommation de drogue, lorsqu'elle vient se greffer sur un ensemble de facteurs de vulnérabilité, est parfois vue comme une solution jusqu'à ce qu'elle devienne un réel problème. Solution pour affronter le froid, solution pour les conditions de vie. Et le crack, malheureusement, il est consommé parce qu'il procure un flash, mais après le flash qui est assez bref, il y a un flash, ça veut dire ? Un sentiment de bien-être assez rapide lorsqu'il est consommé sous forme de crack. Et puis après, ça retombe et ça fait... c'est pire. Il y a une espèce de petite phase de dépression et donc l'envie de reconsommer. Et donc on observe des consommations qui sont très systématiques pendant un laps de temps court, parce qu'évidemment il faut l'acheter, la cocaïne ou le crack. Et malheureusement aussi, on voit bien que la cocaïne a un prix assez stable depuis plusieurs années, ce qui la rend aujourd'hui, vu l'indexation des coûts de la plupart des denrées, relativement bon marché par rapport à d'autres produits. Moi, je voulais justement vous poser cette question. Je suis totalement naïve par rapport à ça. On parle d'un public précarisé, un public précaire donc qui
vit dans la rue, qui n'a pas d'argent. Comment ces personnes peuvent se fournir en drogue? Est-ce que du coup il y a un marché parallèle, peut-être un marché, je ne sais pas lequel, mais j'ose imaginer que certaines personnes influentes pourraient organiser encore autre chose pour pouvoir vendre cette drogue. Mais ce qui se passe malheureusement, c'est que les personnes les plus fragiles qui déjà ont une dépendance sont parfois utilisées aussi par les dealers. Oui, c'est ça. Pour c'est la manière de rémunérer. Oui, on est dans une spirale, effectivement. Il faut, mais beaucoup, ceux qui ont par exemple des revenus d'intégration, vont dépenser leurs revenus sur quelques jours et puis ils ne vont plus consommer tout le mois. Ouais, parce que c'est un produit qui est addictif au niveau psychologique, c'est-à-dire qu'il va vous redonner l'envie irrépressible de consommer, mais qui ne crée pas une dépendance physique. Donc, certains peuvent très bien ne pas consommer, plus consommer de cocaïne ou de crack pendant 20 jours sur le mois, ou se tourner vers d'autres produits, voire des médicaments. Mais quand vous êtes, c'est tout l'intérêt en fait de ce travail que nous on fait, oui. C'est de raccrocher les personnes dans des situations où ils peuvent refaire du lien social, où ils ont un hébergement. C'est pour ça qu'on offre de l'hébergement, que ce soit dans la durée d'attente d'un programme de cure ou de post-cure, parce que le problème que dénonce aussi le secteur depuis de nombreuses années, c'est le manque de place. C'est-à-dire que la consommation augmente, la consommation problématique existe, voire est croissante, mais le nombre de places, les conditions d'accès sont de plus en plus compliquées. Mmh. Et donc, il y a un délai d'attente de minimum 3 mois. Et entre la volonté, parce que la dépendance, c'est un phénomène très complexe. On s'en sort pas en claquant les doigts. On veut s'en sortir, et puis on fait souvent plusieurs essais. Exactement. Ça dépend de chaque profil, mais il faut beaucoup de volonté, beaucoup d'accompagnement, et il faut surtout mettre la personne dans un environnement propice à cela. Et très clairement, le milieu urbain, la rue, n'est pas un déterminant favorable de la santé. Et donc, ce qu'on travaille, notamment à travers la salle de consommation, c'est ça, c'est d'aller vers les publics les plus fragilisés pour les raccrocher à un parcours de soins via des professionnels. Ça marche assez bien parce qu'on fait du lien social, donc on réhumanise un peu la personne, et à partir de là, on peut provoquer une demande et amener les personnes vers le soin. Transit, c'est quand même 37% tous les ans de son public qui va dans un traitement. Et qui arrive à en sortir. Je ne sais pas si là, vous avez une c'est plus complexe statistique. Parce que, comme vous disiez, c'est parfois certaines personnes s'en sortent. D'autres personnes, c'est des chutes et des rechutes. Parfois un long parcours avant de complètement décrocher. Par contre, pour ce qui est vraiment de la cure, ce qu'on appelle une cure, on va dire, de désintoxication, même si le terme est assez négatif, on est dans des pourcentages qui diminue parce qu'il n'y a plus d'accès et que les conditions aussi, certains hôpitaux spécialisés, où c'est souvent rattaché à des unités psychiatriques, conditionnent la cure à déjà une place en post-cure. Pour être sûr que, pour augmenter les chances, en tout cas, de s'en sortir de manière plus stable. Voilà. Vous disiez, hein, donc vous avez ouvert au mois de mai de cette année la salle de consommation à moindre risque. Vous avez beaucoup de personnes quand même qui viennent. Hein. On est à peu près à une 50aine de personnes chaque jour, c'est ça? Oui, et ça augmente. Hein. Ça augmente constamment. En plus, maintenant, les conditions pré-hivernales augmentent. On est maintenant, je dirais, en moyenne à plus ou moins 70 personnes. Il y a plus de 450 inscrits au dernier chiffre qui remonte à octobre. Donc on est certainement près des 500, si pas plus aujourd'hui. On fait un baromètre tous les 3 mois. Et là aussi, c'est un peu le même public parce qu'on observe à la fois au centre de crise. Donc Transit, c'est bon nombre de projets. Hein. Je ne vais pas tous les détailler, sinon on est parti pour longtemps. Mais Gate est un des projets, en collaboration avec la maison d'accueil socio-sanitaire. Et on a à peu près les mêmes comportements en termes de consommation. C'est-à-dire que les psychostimulants, type cocaïne, représentent à peu près 70% des consommations de notre public, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. On était plus sur l'héroïne, hein, c'est ce que vous disiez. Et d'autres produits. Mais très clairement, la cocaïne est devenue le premier produit, et probablement que le trafic de drogue y voit un grand intérêt. C'est aussi lié à une géopolitique. Donc il faut toujours mettre ça en perspective, et je tiens quand même à signaler que la région de Bruxelles-Capitale ne fait pas exception. C'est à l'instar de beaucoup de régions européennes. C'est un phénomène qui est déjà mis en évidence par l'Observatoire européen des drogues depuis plusieurs années. C'est une explosion de ce commerce de cocaïne, mais dans toutes les sphères de la société. Juste une dernière question avant de conclure. Selon vous, est-ce que
légaliser la cocaïne, par exemple. Ça serait une piste, on en parle, certains pays l'ont fait, la légalisation des drogues dures, on parle notamment du Portugal. On n'a pas vu une explosion de la consommation. Est-ce que vous pensez que ça serait une bonne piste pour essayer de ralentir, en tout cas, cette augmentation du nombre de consommateurs? Ça, c'est une question complexe, parce que, par exemple, le Portugal n'a pas légalisé. Le Portugal a décriminalisé le comportement. Ça, par exemple, nous, à Transit, à travers notre expérience, on voit que la criminalisation, malheureusement, rajoute des effets négatifs. C'est-à-dire que c'est plus compliqué d'intervenir, et y compris pour les personnes, parce qu'elles sont stigmatisées, ça a un bon nombre d'effets pervers. La criminalisation de la détention en vue de l'usage, pour nous, devrait être dépénalisée. La détention en vue de l'usage devrait être dépénalisée. La légalisation ou la régulation du commerce, ça c'est un débat qu'il faut mener avec des experts. Il y a des modèles, il y a des expériences, on voit en matière de cannabis, mais tous les produits, en fonction de leur dangerosité, nécessiteraient vraiment une adaptation. Donc entre une distribution, par exemple, du cannabis dans un coffee shop ou de la cocaïne à travers une prescription médicale, il y a évidemment un gap. Ça pourrait être intéressant d'explorer, je dirais, cette question de délivrance contrôlée, appelons ça comme ça, de cocaïne, voire même d'héroïne, parce que si elle est délivrée par un milieu paramédical et médical, ça met encore une fois la personne en contact avec des professionnels et non pas avec des dealers de rue ou qui n'ont le seul intérêt, c'est de faire de l'argent le plus rapidement possible, sans aucune éthique et surtout sans aucun critère d'âge, par exemple, ni de consommation. Nous, quand une personne s'adresse à la salle de consommation à moindre risque, on vérifie son profil. Est-ce qu'elle a une consommation compulsive? Le but n'est pas d'initier une consommation dans la salle. Les dealers se soucient pas de ça. Et s'ils peuvent à un moment donné, parce que c'est plus intéressant pour eux, promouvoir un produit plus qu'un autre, même s'il est plus dangereux, ils le feront, très certainement. Merci beaucoup, Bruno Valkeners, d'être venu. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication pour la SBL Transit. Merci beaucoup. À vous.